Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Aujourd'hui c'est Lynn de Bruni que nous allons écouter et qui va nous présenter un peu son roman. Lynn, je te laisse te présenter. Bonjour, merci à Auteur en live de me recevoir pour la seconde fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai porté très longtemps avant de me résoudre à en faire une biographie, parce qu'il s'agit d'une biographie qui a été adaptée ensuite en roman. C'est mon 24e livre. Tous ne sont pas édités, et ni auto-édités d'ailleurs. En revanche, celui-ci, De sang et de larmes, et d'espoir, pardon, de sang et d'espoir, est sorti en format papier, en e-book et bientôt en audio e-book avec un jeune entrepreneur qui est assez génial, Fabien. Voilà. Donc, de Carte de Book. Voilà. J'ai un certain âge, je suis grand-mère, ça se voit. Pas très familiarisée avec la technique. Merci Amélie. Il n'y a pas de souci. Et du coup, qu'aimerais-tu changer dans le monde de la littérature? Qu'est-ce que j'aimerais changer, pardon? Dans le monde de la littérature. Dans le monde de la littérature. C'est très compliqué. Qu'est-ce que j'aimerais changer? Un accès peut-être plus facile au lecteur. Je ne parle pas d'édition parce que l'édition, c'est encore autre chose. Je parle des lecteurs parce que je pense qu'il y a des pépites parmi les gens qui ne sont pas connus. Et les quantités de gens qui écrivent, parmi toute cette quantité d'auteurs, il y a, enfin moi je lis beaucoup de tas de choses qui ne passent pas par des grandes maisons d'édition et qui m'amusent quelquefois beaucoup et qui me plaisent encore plus. Voilà. Donc ce que j'aimerais changer, c'est ça, mais c'est vrai que l'auteur qui travaille dans son coin, a beaucoup de mal à avoir accès d'abord à des correcteurs, ensuite à enfin, tout ce qui est communication, organe de communication dont vous faites partie. Et de quel auteur ta plume s'inspire-t-elle? J'ai pas entendu. De quel auteur ta plume s'inspire-t-elle? Je sais pas. Je sais pas d'auteur particulier qui me plaise plus que d'autres. Je suis très classique. Et, je relis en ce moment beaucoup de très vieux romans comme Pierre Loti, par exemple. Je l'ai ressorti de ma bibliothèque il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, je me replonge, c'est peut-être l'âge, hein, je me replonge dans les vieux auteurs. Et quel est actuellement ton objectif littéraire? Un objectif littéraire, ce serait peut-être d'avoir accès à des critiques positives, négatives, non pas uniquement des critiques qui encensent le livre, en sachant, alors que je sais très bien qu'il y a des failles, je sais très bien que l'écriture n'est pas parfaite, mais quand on a le nez dans le guidon, il est très difficile d'avoir du recul sur ce qu'on écrit. Du coup, j'en profite, si pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à faire énormément, enfin, quand vous lisez un roman ou n'importe quel livre, n'hésitez pas vraiment à faire des retours sur les sites internet, etc. C'est quelque chose de très important pour les auteurs. Ça permet autant d'avoir des retours, de savoir ce que les gens en pensent, ce qui a amélioré ou ce que vous avez aimé. Et ça permet aussi de donner de la visibilité au roman. Donc quand c'est un petit auteur, un auteur qui est très peu connu, ça peut lui donner de la visibilité, de donner un retour comme ça. N'hésitez pas vraiment à le faire, c'est important pour les petits auteurs comme nous. Alors, juste un petit détail. Je suis inscrite sur Simplement Pro et sur Book Influencer. C'est très bien dans l'esprit, c'est exactement ce que je cherche, c'est-à-dire à partager avec des gens qui lisent. La seule chose, c'est que les retours ne sont pas des retours critiques.
On a souvent, encore hier, sur un livre qui est sorti il y a 2 ans ou 3, le retour est très positif. Alors il fait beaucoup de bien à l'ego, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas tout à fait ce que je recherche et je pense que les autres auteurs avec lesquels je partage sont exactement dans mon cas, c'est dans ma situation. Heu, Quand on envoie un livre, à un chroniqueur ou une chroniqueuse, on attend, pas uniquement des choses qui vont bien, mais aussi les manques. Alors, le problème est de savoir s'il faut publier les manques, parce que c'est pas forcément très bon pour la com. Mais enfin bon, il y aurait peut-être un moyen de trouver un échange. Or ça, les chroniqueurs qui sont souvent très jeunes, ne n'osent pas peut-être dire ce qu'elles n'ont pas aimé ou ce qu'elles auraient aimé trouver qu'elles n'ont pas trouvé. Est-ce que tu peux du coup nous faire une petite présentation rapide de ton roman? Alors de mon roman, oui. Alors, avec mon mari, nous faisons partie d'une association, depuis très longtemps et un jour à Toulouse, puisque nous sommes toulousains, j'ai vu arriver un jeune homme, qui avait une trentaine d'années, tout cassé, avec une démarche toute bancale, mais un garçon super, très impliqué, qui faisait beaucoup de choses avec un peu de lenteur à cause de son état physique. Donc nous avons sympathisé et il m'a raconté sa vie qui m'a paru vraiment complètement dingue. Tellement dingue que j'ai pris des notes au fur et à mesure qu'il me racontait son histoire. Et puis j'y croyais pas. J'y croyais pas. Donc à l'occasion, à Paris, on a rencontré des 2 personnes qui ont participé à sa réinsertion professionnelle. Et, et ils m'ont confirmé presque mot à mot tout ce qu'il avait raconté. Alors c'est tellement dingue, tellement incroyable que j'ai quand même pris soin d'écrire d'abord une biographie qui a été lue. Et puis cette biographie, on m'a dit, vous savez, les gens ne lisent pas beaucoup les biographies, encore moins que des romans. Écrivez un roman à partir de cette bio. Si tu es là en Ukraine, plutôt que dans le contexte de la guerre en Ukraine, plutôt qu'il y a un contexte d'une dizaine d'années, 10-15 ans maintenant même. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit d'abord une biographie qui a été remarquée, disons. Et puis ensuite, j'ai écrit ce roman qui reprend la biographie, mais avec des changements plus actualisés. Voilà. Alors le prénom n'est pas son prénom. J'ai changé ces choses-là de manière à ce qu'il ne soit pas ciblé, mais enfin c'est quelqu'un qui est très connu dans notre cadre de vie, si vous voulez, et donc quelqu'un qui lirait le livre le reconnaîtrait certainement. Il est au courant. Il est au courant qu'il y a ce livre en cours. Bon, il est très modeste, donc il ne voyait pas pourquoi il ferait l'objet d'un livre. Et si par hasard il y a des royalties qui revenaient à la vente de ce livre, il est évident que ce n'est pas dans ma poche que cela irait, mais à la réinsertion des grands blessés, dont on va peut-être parler. D'accord. Et est-ce que tu aurais une phrase pour convaincre le lecteur d'acheter ton roman? Une phrase. Oui. Euh, Quand l'incroyable devient la réalité. D'accord. Alors du coup, je te laisse attraper ta petite feuille parce que nous allons passer à l'instant lecture. D'accord, merci. Alors, c'est un passage qui boucle en fait le premier tiers du roman. Là, je n'ai pas expliqué, c'est un jeune garçon qui a le bac en poche et qui ne sait pas quoi faire de sa carcasse. Donc, à 19 ans, il est ukrainien, il a 19 ans et il boit, il sort avec ses copains, enfin, il tourne et il ne sait pas quoi faire au grand désespoir de sa famille qui est une famille de la petite bourgeoisie. Le papa est prof, la maman ne travaille pas, et il a une sœur.
Et donc, un jour, il est en train de picoler chez lui, avachi dans un fauteuil, quand il voit à la télévision un reportage sur le 14 juillet à Paris, et il voit les légionnaires défiler. Et là, il a un déclic. Il s'intéresse à ce qui se passe. Le lendemain, il va à la bibliothèque, il fait des recherches et il en arrive à s'engager au grand désespoir de sa famille, qui ne comprend pas pourquoi il part pour la France. Parce que quitte à s'engager, il pouvait très bien s'engager en Ukraine pour se bagarrer contre les Russes. Voilà. Donc, il arrive à Paris, il passe tous les tests qui sont notamment des tests physiques très compliqués, où on teste ses langues, l'anglais, le français, le russe. Et puis, il est pris au bout de 8 jours de sélection, il est pris, il fait toutes ses classes pendant 4 mois, et le voilà parti dans un régiment où il devient parachutiste, puis ensuite il part en Guyane. Enfin bon, pendant 4 ans, il évolue, et au moment où il doit renouveler son contrat, renouveler la demande de renouvellement de contrat, et il rentre chez lui parce qu'il a eu une autorisation de rentrer chez lui un week-end. Et chez lui, il revoit sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans, qui avait un peu changé. Il revoit ses parents et il rencontre Daïna, qui est une amie de sa sœur, qui est une étudiante comme elle. Et il en tombe amoureux, enfin amoureuse est oui, enfin il a une attirance pour cette jeune fille et il se pose des questions de savoir est-ce qu'il doit renouveler son contrat et devenir sous-officier ou est-ce qu'il doit couper court et faire autre chose. Alors, on en est là, il rentre chez lui, donc il réfléchit à ce qu'il pourrait apporter à une jeune femme, et du fait de son métier et de ses contraintes, il admet que tant qu'il ne sera pas sous-officier, il ne pourra rien proposer à une jeune femme sérieuse. Bien qu'il en ait mal au cœur, il doit repousser les rêves qui l'assaillent et qui seraient peut-être partagés. Après cette prise de conscience, comme un assoiffé se jetterait sur l'eau, il se précipite sur ses messages électroniques dès qu'il est libre. Il essaye de laisser passer du temps entre la réception des courriers de Daïna et de sa sœur et ses réponses. Il cherche à les accoutumer à son absence, mais il a du mal à couper le lien qui s'est formé entre eux. Elles ont introduit une certaine envie de douceur dans sa tête, un besoin de tendresse qu'il repousse de toutes ses forces afin de ne pas affaiblir sa résistance à la séparation et de devenir vulnérable. Il doit de toute manière partir dans quelques jours pour 4 mois, pendant lesquels il sera très occupé et quasiment injoignable. Quelques jours après son arrivée à la base de Gao au Mali, un endroit qu'il connaît bien pour y être venu plusieurs fois, après avoir effectué le sport du matin, avant que l'air soit saturé de chaleur et quelques tâches ordonnées par son sous-officier, il se dirige sous un grand soleil, un fusil à la main, vers une piste régulièrement reconnue par une patrouille de routine. Un sergent et une douzaine d'hommes l'accompagnent dans un véhicule blindé. Leur engin, suivi par 3 autres VAB et le reste de la section, roule lentement. Il est habitué à ces sorties de surveillance. Il est très vigilant, l'arme prête à intervenir. Installé debout, les épaules dépassant à peine du tourello de la voiture de tête, il est attentif à l'environnement et aux moindres signes d'alarme. Il n'a pour tout horizon que la terre rougeâtre, sèche et un peu pierreuse, parsemée de quelques arbrisseaux chétifs. La vue porte loin, tout est calme, le chemin est dégagé, seul le ronronnement des moteurs des 4 véhicules trouble le silence. Rien ne l'arrête et ne bouge nulle part quand tout explose près de lui. Donc, c'est la fin du premier tiers. Après, il se réveille 2 mois après cet incident dans un hôpital militaire à Paris, où il apprend qu'il est tétraplégique et qu'il est envoyé, comme il a 85% de taux d'invalidité, il est envoyé à l'Institut des Invalides à Paris. Donc, à partir de là, c'est le grand désespoir qui va l'envahir parce qu'à 24 ans, il est évident qu'il refuse cet état.
et tout en ne sachant pas comment faire pour en sortir. D'accord. Donc, maintenant, passons à la suite. Est-ce que tu as un projet d'écriture actuellement? Alors, oui, j'ai un projet d'écriture euh, parce qu'il y a deux faits divers qui m'ont un peu interpellée. Il y a quelque temps, ce sont des faits divers qui, comme par hasard, se trouvent en Provence, se sont déroulés en Provence. Euh, il y a eu mort d'homme d'un côté, disparition du petit Émile de l'autre côté. Et il y a un village dans lequel il y a peut-être des gens qui savent, mais qui se taisent. Donc, c'est un peu la trame. Non pas, je n'écris pas sur ces faits divers parce que bien évidemment, je suis dans l'incapacité de savoir quoi que ce soit sur le fait divers eux-mêmes, mais c'est l'esprit qui m'a interrogée parce que quand on recherche un peu dans les journaux, on s'aperçoit qu'il y a souvent des gens qui savent, mais pour des raisons personnelles, des raisons un peu acrimonieuses parfois, euh, ne, ne disent pas tout, cachent des éléments. Voilà, donc c'est un mécanisme qui m'intéresse et que je vais creuser. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture? Alors, moi, j'écris depuis longtemps, enfin, je parle de moi, mais j'écris depuis très longtemps. Je crois que j'ai toujours un peu écrit, plus ou moins, à des périodes plus que d'autres. Enfin bon, je crois qu'il faut sortir de son cadre privé. Il faut s'efforcer de faire connaître ses écrits ailleurs qu'à ses proches, à d'autres gens qu'à ses proches, parce que les proches sont souvent très fiers, ne comprennent pas la démarche d'écriture et ne sont jamais vraiment tout à fait objectifs sur la qualité de l'écriture. Et pour éviter de blesser, peut-être, hein, tout simplement. Donc je crois que le plus vite possible, la personne qui a envie d'écrire et qui a des choses à raconter doit aller chercher ailleurs que dans son environnement l'aide dont elle a besoin. Voilà. Euh, bon, c'est tout. Alors, je ne dirais pas qu'il faut s'inscrire à des cours d'écriture, etc., parce que ça, c'est quelquefois du luxe et parfois, je ne suis pas persuadée que ça serve à grand-chose. Parce que quelqu'un qui écrit sait déjà où sont ses faiblesses, par exemple la grammaire, par exemple un vocabulaire qui n'est pas suffisamment riche, et bah, il faut apprendre à utiliser les dictionnaires, apprendre d'abord à s'aider soi-même, et puis ensuite aller demander de l'aide à des gens extérieurs. Ça peut être un prof de français qui est à la retraite et qui peut faire un retour critique sur le texte qui est soumis. Euh, et ce sera peut-être lapidaire, hein, mais c'est pas grave, c'est ça qu'il faut. Bah, notamment faire appel par exemple à tout ce qui est bêta lecteur. Alors, les bêta-lecteurs, c'est très compliqué à toucher parce que j'ai fait une expérience de bêta-lecture et en réalité, ce sont des gens enfin, ce sont des gens sans faire d'amalgame et sans faire de généralisation, qui se disent bêta-lecteurs, mais qui en réalité ne font pas de la bêta-lecture critique. Elles disent ça plaît, ça ne me plaît pas, sans quelquefois dire pourquoi ça ne plaît pas ou pourquoi ça plaît. Ça reste quand même une analyse assez superficielle. Alors, j'ai peut-être eu une mauvaise expérience ou deux mauvaises expériences, hein, voilà. Bon, mais à moins d'aller payer très cher des gens dont c'est le métier, parce que c'est aussi un métier, je crois il faut demander à des gens libres, disponibles. Alors du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, les personnes dont tu as eu le retour qui t'ont juste dit
ça plaît pas, sans aller plus loin que ça, ne sont en réalité pas des bêta lecteurs. Le principe d'un bêta Je suis bien lecteur, d'accord. c'est de, c'est de lire et de dire s'il y a des incohérences, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des problèmes. C'est justement le principe d'un bêta lecteur. Pouvoir te dire, par exemple, ah bah là, tu dis qu'elle a fini sa gourde, et 4 lignes plus tard, tu dis qu'elle reboit un coup dans sa gourde. Il y a un souci, c'est pas cohérent. Parce qu'elle l'avait déjà Oui, terminée, elle peut pas la reboire à nouveau. C'est un bêta lecteur, c'est vraiment ça le principe. Il y a plein de gens qui se disent bêta lecteur, mais qui ne font pas ça. Après, des fois, c'est tout simplement parce qu'ils débutent. Mais le principe d'un bêta lecteur, c'est ça, c'est de dire quand il y a des problèmes, en prenant en compte également l'univers du livre, du roman, etc. Ça a également son importance. Par exemple, si dans ton univers, c'est normal de marcher sur la tête, forcément, si pendant tout le roman, le bêta lecteur te dit, ah, c'est pas normal, il marche sur la tête, c'est que là, à nouveau, il y a un souci. Soit c'est le bêta lecteur qui a pas forcément bien compris et faut voir pourquoi il a pas bien compris. Soit si au contraire tu as eu des retours, la plupart sont positifs, comprennent que ça c'est directement, enfin c'est normal, que c'est dans l'histoire, c'est comme ça. À ce moment-là, c'est peut-être tout simplement ce bêta lecteur qui ne fait pas son travail correctement. Mais c'est pour ça qu'il faut faire appel à plusieurs bêta lecteurs, c'est important. Mais surtout des bêta lecteurs qui savent ce qu'ils font. Après ça, on peut pas le savoir. Enfin, sauf si si on l'a déjà eu comme bêta lecteur et qu'on sait qu'il fait bien son travail, à ce moment-là, si vous savez qu'en lui confiant, il n'y aura pas de souci. Mais, euh, mais si c'est pas le cas, que c'est la première fois que vous lui confiez, vous savez pas à quel genre de retour vous attendre et il en faudra oui. plusieurs. Voilà, petit passage. Donc là maintenant, je vais mettre fin à cette vidéo sur YouTube, du coup, au passage YouTube. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça peut être intéressant. Si jamais le roman de Lynn vous intéresse, tout est en description. Nous serons... Alors Lynn ne sera pas avec nous, mais nous serons également en salon à la Bug Days à Besançon. Le 28 et 29 octobre, il me semble, à Besançon, à Micropolis. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On aura quelques auteurs membres de l'association qui seront présents. N'hésitez pas. Et on se dit à bientôt, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, écoutez, merci infiniment à Auteur en live. Du coup, à très bientôt. Bientôt. Au revoir.